Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute avec nos invités. Aujourd'hui, nous allons revisiter un sujet qui vous parle peut-être de très près ou de très loin, sait-on jamais. Il s'agit des mariages forcés. À l'aune de leurs expériences respectives, de leur regard qui de citoyens, qui d'hommes ou de femmes. Nous allons revenir sur cette question. Merci de les recevoir ensemble avec, pour faire honneur à Monsieur Emmanuel Maïga qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour madame, pourquoi faire honneur? Vous pourriez commencer par les dames aussi. Une fois n'est pas coutume. Vous êtes le directeur de OPTV, Ombre Première TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, j'ai un directeur quand même, un PDG, donc il faut faire attention. Je n'ai pas dit que vous étiez le président, donc directeur je suis général. directeur à l'information. Monsieur le président, directeur général, voilà. Comme cela, il n'y a pas de crime de lèse président. Exact. Et avec nous, nous avons Alissata Ndiaye. Bonjour Alissata. Bonjour Lady. Vous êtes directrice régionale Paris-Île-de-France du GAMS, qui est le groupe d'abolition contre les mutilations sexuelles féminines, donc contre l'excision et les mariages forcés. Contre l'excision et les mariages forcés, tout un programme. Nous allons avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et à vos côtés, bonjour Viviane Bitek. Bonjour Madame Lady. C'est vous qui êtes la présidente et la fondatrice d'ADIVA, qui est l'association de développement international pour la vitalité des actions sociales. Ensemble et avec vous, amis téléspectateurs, nous allons donc revenir sur des sujets qui vous ressemblent, qui vous rassemblent. Et c'est l'occasion d'entendre l'homme que vous êtes, Emmanuel Maïga, déjà sur ce sujet. Nous l'avions évoqué, et pas pour en parler d'ailleurs en passant tout à l'heure, mais on ne passe jamais. Et nous parlions des mariages forcés. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui a une résonance particulière ou pas du tout? Et dans les deux cas, quel est votre regard d'homme sur ce sujet et votre regard d'homme de médias d'ailleurs? D'abord, merci. Je trouve que c'est un sujet qui est actuel. Je croyais qu'il était complètement dépassé. Mais au hasard de mes lectures, je me suis rendu compte que ça existe. Et dans certaines contrées d'Afrique, pas seulement, aussi en Europe. Et je me dis qu'à l'heure des réseaux sociaux, où on vante l'amour et, j'allais dire, la bonté des choses et la gaieté, c'est quand même quelque chose de terrible. Mais je crois que quoi qu'il en soit, il y a des garde-fous, notamment juridiques, qui essayent de cantonner tout cela. Moi, pour la petite histoire, je suis vice-président Europe du Parlement européen de la SOAD, qui est l'État de la diaspora. Et j'avais porté comme premier programme celui de l'esclavage moderne des femmes. Oui. Donc, je veux dire par là que ça concerne aussi, ça enveloppe tout ce qui affaiblit la femme ou met la femme en difficulté. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'est un élément dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que nous avions eu des menaces de certaines personnes qui avaient intérêt à ce que nous la fermions. Il se trouve que nous n'avions pas la bouche pleine. Donc, par des biais, je veux dire. Vous avez continué à en parler. Voilà. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que la pression sur les femmes qui ont osé parler est tellement difficile qu'il vaut mieux ne pas parler. Donc, en fait, le programme a tari faute de combattants. Et donc aujourd'hui, ce programme s'est arrêté comme ça. Enfin, j'allais dire, c'est clos comme ça. Mais je ne compte pas le laisser parce que je crois qu'aujourd'hui, à l'heure où nous entrons dans le 21e siècle de plein pied, on ne peut pas traîner des causes d'un autre monde, quoi. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, quand j'entends parler de cela, je m'énerve vraiment parce que je me dis que c'est terrible. Ça aurait pu être mes enfants, mes filles, qui auraient ce genre de genre de situation. Donc, il ne faut pas se laisser faire et que les femmes, surtout, dédient leur langue et qu'elles en parlent, même en chemin, en route, même aux inconnus, pour qu'on puisse faire quelque chose. L'Union européenne essaye de s'organiser pour aller plus loin, mais à cause de cette omerta-là, ce silence, on ne peut pas faire grand-chose. Merci pour cette première partie introductive. Je voudrais rappeler que vous avez à votre actif un programme justement pour donner de la visibilité aux actions que mènent les femmes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je voudrais, Alissata, vous laisser nous présenter le GAMS déjà et ensuite nous reviendrons sur la question des mariages forcés. Oui, merci. Alors, le GAMS, la Fédération nationale GAMS, est une association qui existe depuis 42 ans.
porté au départ, en tout cas à la création, par des femmes africaines et des femmes professionnelles de la PMI, donc de la protection maternelle infantile, qui se sont rencontrées dans le cadre de l'accompagnement et du suivi des petits-enfants et à travers cette prise en charge de ces enfants, l'excision. Donc elles ont découvert et dénoncé l'excision. L'excision, donc les mutilations génitales féminines, juste pour être Exactement. précise, au cas où il y aurait des personnes qui ne saveraient pas ce que c'est. Tout à fait, Oui. Merci de le préciser. Et les mariages forcés. Donc c'est dans ce cadre-là, donc au tout début des années 80 que l'association s'est organisée, s'est créée, pardon. Et au fil des années, et malheureusement au fil des décennies, s'est développé, était d'abord régional, donc la région francilienne Île-de-France, puis se sont déplacés, donc se sont mis en place plusieurs antennes en France, car sur ces sujets-là, et en l'occurrence pour les mariages forcés, des victimes, plusieurs victimes un peu partout en France, populations migrantes ou afrodescendantes qui ont été victimes de mariages forcés. Nous avons fait le choix d'aborder le sujet des mariages forcés. Pour rappel, la date du 25 novembre est la journée internationale des violences faites aux femmes, mais nous ne voulions pas rester sur ce que l'on appelle un one-shot, en parler un jour et puis rien derrière. Donc les piqûres de rappel ont leur place. Ainsi, nous avons dans un autre sujet déjà traité de la mobilisation des hommes contre les violences faites aux femmes. Et là, nous allons parler des mariages forcés. Viviane Bittek, je vous donne la parole. Avant que de nous présenter votre association, quand on parle de mariage forcé, qu'est-ce que cela suscite chez la femme que vous êtes? C'est triste, hein. Pour moi, c'est triste quand on parle de mariage forcé parce que la femme aime son indépendance. Donc la femme aime, elle a un cœur pour aimer l'homme sans condition. Et quand on l'oblige avec les parents, et je pense que c'était à l'époque de nos grands-parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements parce qu'avec l'Europe, il y a beaucoup de changements. Les femmes ne sont plus obligées de faire ce que les parents les forçaient avant. Parce qu'avant, il y avait la pauvreté. Et quand il y a la pauvreté, celui qui vient, qui t'apporte un peu d'argent, tu es obligé. Aujourd'hui, nous les femmes, nous disons non à cela. Parce qu'on ne nous force pas. Nous sommes libres d'aimer qui on veut sans qu'on ne nous force. Donc, les hommes, il faudrait que les hommes comprennent cela. La femme aime par amour et non par obligation. Nous avons une vidéo justement sur cet appel des mariages forcés que l'on va regarder. C'est donc Diarra Touba, oui, dont on sait qu'elle est une militante émérite contre la lutte, contre l'excision, pour l'avoir subie elle-même. Dans cette vidéo, donc c'est un appel parce qu'il y a à la clé un événement d'ailleurs. Que préparez-vous? Tout à fait. Notre association travaille en collaboration, en partenariat avec le Club de Zonta. Donc à compter du 4 décembre, une journée de formation et de débat autour des mariages forcés, donc avec plusieurs professionnels et bénévoles qui seront autour d'une table afin d'évoquer le sujet des mariages forcés. Alors, la vidéo, aussi bien que l'affiche de vos événements respectifs, apparaîtront une fois de plus à la fin de ce programme pour que nos téléspectateurs, ceux qui sont en région parisienne, puissent ne pas manquer cela. Et si vous êtes au bout du monde, prenez l'avion pour venir, sait-on jamais. Je reviens à vous sur la question de la vitalité des actions sociales. C'est dans l'intitulé de votre action, de votre association. Voulez-vous nous en dire plus, Viviane? Oui, tout d'abord, je vais me présenter. Oui, je suis Viviane Bittek, présidente fondatrice de l'association Adivas. Adivas, qui est une association de développement international pour la vitalité des actions sociales pour des seniors. Donc, l'objectif de notre association, c'est d'accueillir, d'accompagner, de faire en sorte que les personnes du troisième âge ne soient plus isolées. Parce que avec le temps, on a constaté que les seniors se sentent isolés, ils se retrouvent seuls, ils n'ont personne. Donc nous sommes en train de créer un centre d'accueil de loisirs qui s'appelle Maison des Sages. Donc c'est un centre de jour. C'est pour accueillir les seniors de 9h à 18h
Donc c'est un centre intergénérationnel, d'où la transmission entre les seniors et les écoliers, les collégiens, les universitaires, pour cette transmission entre seniors et la jeunesse. Vous ferez le porte-parole de notre émission parce que nous avons fort envie à vous entendre, nous avons fort envie de venir auprès de ces seniors pour recueillir leur regard sur le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Cette question de mariage forcé, ça n'est pas une stigmatisation, mais c'est bien de comprendre le pourquoi du comment. Emmanuel, alors j'en reviens à vos programmes, à ce que vous proposez et à cette thématique et toute résonance qui vous interpelle. Oui, ben en fait, ça m'interpelle parce qu'elles sont centrées sur la femme, mais je trouve que dans une Afrique en mouvement, parce qu'il y a plein de changements en ce moment, ça ne vous a pas échappé, on voit que la voix, le narratif africain est porté beaucoup plus par la testostérone, c'est-à-dire par les hommes. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les femmes, nous en avons de toutes sortes. Toutes les femmes que les hommes, les autres continents nous envient. Pourquoi nous les laissons en arrière-garde? Mais il faudrait, moi je dis, quand je lis des journaux, des magazines, ou je regarde la télé, je vois en Afrique de l'Ouest, un peu partout, dans les 5 régions de l'Afrique, il y a eu un fourmillement d'innovation, de créativité, de beauté. Pourquoi est-ce qu'on va laisser la femme africaine derrière? Est-ce que cette femme africaine, si comment dirais-je, l'Afrique peut-elle se développer si elle n'embarque pas la femme africaine dans ce continuum? Et je me suis dit non. Alors le déclencheur de cette émission que j'appelais Femina Africa, donc c'est tout simplement parce que j'étais assis un dimanche tranquille après la messe devant la télé et puis je vois M. Sarkozy, l'ancien président de la République, qui dit oui, il y a s'il y a des règlements climatiques, c'est parce que la femme africaine accouche beaucoup. Et alors je me suis dit, mais je ne comprends pas où est le rapport. Et je me suis rendu compte, je vous la fais courte, je me suis rendu compte qu'il a essayé de développer par des arguments tirés par les cheveux. Alors je dis, mais cet homme-là, il a non seulement parlé de l'homme africain qui a du mal à rentrer dans l'histoire, et maintenant c'est les femmes. Donc pourquoi ne pas... comment lui répondre? Après, je me suis dit non, la meilleure façon de lui répondre, c'est de chercher des femmes africaines et de les mettre en situation pour défendre elles-mêmes et montrer à voir ce qu'elles savent faire. Donc aujourd'hui, banco, parce que depuis maintenant un an, grâce à la télé Tempo Afrique TV, donc de Malik Sall, que je salue en passant, j'ai eu cette occasion, en prime time, le mardi à 19h, de présenter les femmes. Alors je suis vraiment dans mon élément, mais plein d'amis m'ont dit oui, tu aimes les femmes, donc moi je dis d'accord, oui, ça ne me gêne pas, mais la cause, j'aime la cause surtout. Et oui. Donc vraiment, je peux vous dire que je tombe de lui moi-même, je peux dire merci à Sarkozy. Bon, eh ben voilà, la boucle est bouclée. Merci en tout cas pour ce que vous faites pour donner de la visibilité à ces dames. La question que pourraient, à juste titre, se poser nos téléspectateurs, c'est les mariages forcés sont-ils encore de notre époque? Parce que l'on voudrait croire que c'est, j'allais dire, le bon vieux temps, le vilain vieux temps. Et vous avez parlé... en quelque sorte, des rapports Nord-Sud, il est heureux de rappeler que les mariages forcés, c'était aussi la France profonde, tout comme l'Afrique profonde. Voilà, nul n'est exempt de cela pour ne parler que de la France comme pays et de l'Afrique comme continent. Mais c'est une réalité d'un siècle, de siècle dernier qui, quelque part, demeure. Pour quelles raisons, d'après ce que vous avez fait comme constat ? Alors, c'est une réalité actuelle et au vu de tout ce que vous avez dit, je pense qu'il est nécessaire quand même que je revienne sur un point. Parce que depuis le départ, vous parlez de femmes qui sont victimes de mariage forcé. Sauf que ce ne sont pas des femmes. On les rencontre quand elles deviennent femmes, pour certaines, mais ce sont des enfants. Ce sont des adolescentes. Des fillettes. Ce sont des fillettes. C'est-à-dire que quand on parle de mariage forcé, la majorité, ce sont des jeunes filles. Elles ont 13, 14, 15 ans, 16 ans. Moi, une enfant de 13 ans, je ne la considère pas comme femme. Donc c'est quand même important le langage qu'on emploie quand on parle de mariage forcé. Absolument. Et qu'on parle de femmes. Parce que oui, souvent, quand elles témoignent... Elles sont déjà devenues femmes. Elles sont devenues femmes. Oui. Mais quand on part du départ, à quel âge elles ont été mariées, on est très surpris
voire même très choqués, parce que je vous dis 13 ans, 12 ans, même en deçà. Et effectivement, on parle du continent africain, on parle du continent européen, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus de 7 millions d'enfants, de jeunes femmes, donc de moins de 18 ans, qui sont concernés dans le monde. Viviane, quand on parle, elle le dit si bien, vous l'avez dit d'ailleurs au début de vos propos en disant on ne devrait pas obliger les femmes. Elle l'a précisé, ce ne sont pas des femmes que l'on oblige, ce sont des personnes qui ne sont pas femmes déjà devenues et qui ne peuvent pas vraiment dire non et qui sont obligées de suivre la mouvance. Avez-vous connaissance de personnes qui, aujourd'hui, adultes devenus, auraient peut-être ou pas été concernées par de telles situations ? À ma connaissance, non. Oui. Mais j'ai quand même vécu une situation avec mes tantes. Que mon grand-père, que j'aime beaucoup, que c'est lui vraiment qui m'a inspirée avec ma grand-mère pour créer cette association. Oui. Donc, à leur époque, parce qu'ils nous racontaient souvent l'histoire, qu'entre amis, donc entre des frères du village, ils se donnaient les enfants en mariage. J'ai des tantes qui sont parties en mariage à l'âge de 14 ans. Elles ne voulaient pas, mais puisque le papa, il est ami avec le monsieur, et ils font des échanges d'enfants le plus souvent. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Avec la mondialisation, avec les médias, même ça peut exister un peu dans les villages un peu reculés, mais dans les villes urbaines, c'est rare, très très rare. Parce que... Alors, je voudrais vous mettre d'accord. Vous êtes assises l'une à côté de l'autre. Nous sommes à Paris et en région parisienne, mais nos téléspectateurs sont pratiquement partout dans le monde. En tout cas, le fait est que avec le déplacement des populations et des cultures, des manières de faire, en effet, il peut se trouver que certaines pratiques perdurent. Et je ne veux pas, je radote, mais je ne veux pas manquer de le redire, ce qui s'est fait en France se fait encore, c'est des mariages arrangés. Y a-t-il pour vous une nuance entre un mariage arrangé et un mariage forcé, Emmanuel? Écoutez, la finalité est la même, c'est-à-dire c'est de donner, de mettre en relation deux personnes qui ne sont pas d'accord au départ. Ou qui ne se connaissent pas. Ou qui ne se connaissent même pas. Ils ne sont pas consentants. Mais je dirais que, en fait, c'est des pratiques d'un autre temps. Et nous offusquons aujourd'hui parce que nous constatons que ça perdure. Et nous essayons, à l'heure d'Internet, de tout ce que vous voulez, réseaux sociaux, de dénoncer cela. Et nous avons raison. Mais je vais dire quand même à Mme Vitek que il faut savoir, moi, ma mère et bien d'autres dans la région, un peu partout, les femmes, à leur époque, c'est-à-dire 1930 et tout, se mariaient à 13 ans. On donnait les armes, les femmes, dès qu'elles avaient des menstrues. Et dès qu'elles avaient des menstrues, mais on les donnait à marier. Dès que même parfois on voyait que la poitrine. Voilà, on les donnait à marier parce qu'on estimait qu'elles peuvent procréer. Et puis, d'ailleurs, quand vous regardez, moi, quand j'ai regardé l'acte de naissance de ma sœur aînée, j'ai vu que ma maman l'a accouchée quand elle avait à peine 16 ans. Donc je me suis dit, waouh, mais c'est elle qui va dire à sa fille de 16 ans, il faut que tu restes à la maison, il ne faut pas que tu sortes. Vous voyez? Donc, cette pratique-là de ce temps, j'ai beau réfléchir, je me dis, pourquoi est-ce qu'on le faisait comme ça? Est-ce que ce n'était pas la peur qu'elle puisse être enceinte avant le mariage et tout, donc un moyen de contraception, donc. Oui, plus qu'un moyen de contraception, mais c'est un moyen de contrôle, c'est-à-dire qu'on a son enfant, et je rebondis sur ce que vous dites, et c'est important ce que vous dites d'ailleurs tous, c'est que c'est un moyen de contrôler, c'est-à-dire que cet enfant qui va avoir ses menstruations, qui est en train de devenir femme, avant qu'elle rencontre un homme ou qu'elle ait des rapports hors mariage ou qu'elle tombe enceinte hors mariage, eh ben, on va régler. On est dans le contrôle et on veut que le contrôle ou la régulation, parce que ça n'est pas la même intention. Ça peut être les deux. Les deux. Ça peut être, bon, pour le coup, ça peut être les deux. Oui. Et se dire aussi, et ça c'est important parce que tous les deux vous dites ça quand même, ça revient en tout cas souvent dans votre discours, d'un autre temps. Non, c'est pas d'un autre temps, c'est actuellement. C'est-à-dire que, alors moi je suis plein dedans, en tout cas la fédération, je vous dis moi, mais notre fédération et comme d'autres associations, tous les jours, ou si ce n'est pas 3 fois, 4 fois par semaine, nous recevons des appels de personnes
qui sont, alors là je ne parle même pas du continent africain, qui mais qui sont en France, qui nous sollicitent de l'aide pour éviter un mariage forcé. Je voudrais préciser votre propos. Des personnes d'Afrique, mais qui vivent en France et qui sont concernées par la thématique. Tout à fait. Voilà. Donc moi, j'ai un exemple, il n'y a même pas 15 jours, 3 semaines, une jeune fille qui est du Maghreb, qui est à Marseille, donc c'est des collègues de l'antenne GAMS PACA, qui nous ont sollicité pour avoir des informations juridiques de droit, parce que la jeune fille c'était pendant les vacances de la Toussaint, s'est enfuie, cachée dans une famille d'une copine lycéenne, parce que les parents avaient réquisitionné son passeport et voulaient absolument l'emmener dans leur pays d'origine pour la marier avec le fameux ami du papa. Mais ils nous l'annoncent comme ça, là. On s'arrange entre amis, quand on est plus jeune, quand tu auras un enfant, quand j'aurai un enfant, quand tu auras un garçon, quand tu auras une fille. Mais c'est un côté un petit peu mignonnet mais non, c'est pour que dans nos oreilles, ça nous fasse moins mal. Mais finalement, peu importe. C'est-à-dire que quand on a un enfant et quand il grandit, il n'a pas le choix. C'est parce qu'on part du principe que j'ai promis à mon ami que quand j'aurai une fille et que lui, il aura un garçon, je lui donnerai. C'est pas je te prête. C'est pas on va voir s'ils vont se rencontrer, etc. Ils n'ont pas le choix. C'est que la plupart de ces femmes qu'elles nous disent, mon père a décidé que je me marierai avec son ami ou avec le fils de son ami, mais généralement, ce n'est pas le fils quand même, c'est son ami. Ah. Oui, c'est son ami. C'est encore autre chose. Oui. Non, mais alors, je sens monter en vous la colère, certainement. Mais alors, est-ce que derrière tout cela, nous entendons ce que vous dites, avez-vous discerné derrière tout cela quelque chose d'ordre, je parlais de régulation, d'une intention, en tout cas, contrôle certainement, de réguler ou de socialisation. Vous parliez d'activité, d'action sociale, vous parliez d'action sociale. Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'il y a... Quelle lecture avez-vous de cette approche au-delà Oui, alors vous avez raison de poser aussi cette question-là, parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas... la démarche n'est pas de nuire. C'est-à-dire que quand le parent décide de marier sa fille, c'est pas lui faire du mal, c'est pour son devenir, voyez. Donc en termes de régulation, c'est comment mettre ma fille ou comment mettre notre enfant dans de bonnes dispositions, dans un foyer où elle va avoir un foyer avec une famille qu'on connaît, afin qu'elle ait... Vous parliez tout à l'heure de pauvreté, qu'elle ait un meilleur avenir, un homme qui est riche, qui peut s'occuper d'elle, et voilà. Avoir un statut social peut-être aussi plus important en fonction si le monsieur c'est un grand commerçant dans la ville ou le village, parce que ce n'est pas que dans... Mais est-ce que c'est toujours un calcul d'ordre financier aussi? Est-ce que ce n'est pas parfois ou quelquefois uniquement des convenances culturelles, amicales, relationnelles, sans qu'il y ait nécessairement à la clé des sonnantes et des trébuchantes? Il y a de tout. Oui. Il y a de tout. On peut pas dire que ce n'est pas aussi parfois financier. Là, on a vu avec le Covid, il y a eu une explosion de mariages forcés parce qu'il y avait des personnes qui étaient en difficulté financière et de pouvoir trouver, ou des hommes qui vont doter l'enfant permettent d'avoir un gain d'argent assez important, permettait de pouvoir soit solder des dettes ou soit permettre à ce qu'une famille, toute une famille puisse s'en sortir. Oui. Alors, monsieur, vous êtes le seul homme sur ce plateau, il vous incombe bon an, mal an le devoir de nous donner votre regard d'homme sur cette intention, donc on disait culturelle, ces arrangements de bonne convenance qui ne sont pas forcément, madame le disait, d'ordre bassement matériel, mais comme tout parent qui voudrait, entre guillemets, du bien pour ses enfants. Oui, je crois quand même que la prégnance, elle est culturelle. Nous avons, par exemple, dans certaines régions africaines, cette habitude ou cette coutume qui dure et qui perdure même, je dirais. Et donc, je crois que le poids de la culture par rapport à cela est très important. D'ailleurs, vous entendez trivialement dire
oui, dans cette région, on continue de faire ceci, cela, on donne à marier une fille, alors que chez nous, nous sommes développés, nous ne le faisons plus. Mais en réalité, je crois que le problème profond, c'est qu'il y a cette convenance amicale. Parce que quand vous voyez la petite fille qui vient de naître, naïve, qui ne sait rien, mais le monsieur qui passe, qui est l'ami du père, qui dit cette fille, je vais l'épouser, garde-la moi bien, je vais l'épouser quand elle va avoir 18, 16 ans, ou 14 ans même. Donc voilà, moi je crois que c'est cela. Et puis, au-delà de tout ça, il me semble que si tout se passe comme cela, c'est parce que nous n'avons pas, personne ne s'est levé pour dire halte à cela, et nous trouvions ça normal jusqu'au jour où on s'est dit non, c'est quand même exagéré. Et là, on voit les choses qui changent. Mais je tiens à dire, pour nuancer un peu vos propos, c'est que ce n'est pas l'apanage de l'Afrique exclusivement. C'est-à-dire que vous avez en Europe, peut-être, mais en France, par exemple, dans le nord de la France, ça se fait, ça se pratique. Oui. Vous avez dans les régions baltiques européennes et même ici dans sous tous les cieux. Voilà, oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Toutes les cultures ont des hommes et des femmes, et là où il y a des hommes et des femmes, il y a des rapports sociaux. Et quand on parle de rapports sociaux, il y a dedans à boire et à manger. Exact. Alors, Viviane, vous qui travaillez avec les seniors, en tout cas, oui, qui menez des actions au bénéfice des seniors, qu'entendez-vous? Parce que vous avez évoqué les échanges intergénérationnels, mais reviennent-ils sur des choses qui sont d'ordre beaucoup plus culturel, dans le sens de la transmission et non pas la partie, j'ai envie de dire, la partie féerique, hein, les grands-parents racontent des contes, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres valeurs, il y a auprès des seniors des pépites même, des choses à découvrir. Qu'en est-il? Des seniors, ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup à raconter. Cette transmission qui est de génération en génération, il ne faudra pas vraiment qu'on laisse partir des seniors. Parce que quand on dit senior, c'est déjà, pour certaines, c'est une fin de vie. Mais non. Quand on a cet âge-là... On est senior à partir de quel âge d'ailleurs? Je pense 65 ans, je pense. Qui est-ce qui en décide d'ailleurs? C'est l'administration? Mais je crois que l'OMS, si je ne m'abuse pas, a certaines classifications. Moi, je trouve assez animalières et tout. Mais quoi qu'il en soit, oui, parce que l'homme, après tout, n'est pas de la viande. Je me souviens de mon prof Pierre Legendre, en 3e cycle, me disait cela. Lui faisait ce qu'on appelle la communication dogmatique. Et je trouve qu'il avait raison. Parce que l'homme n'est pas de la viande. Donc, c'est vraiment quelque chose, je crois, pour revenir à notre sujet, c'est quelque chose qui est... Le classement, par exemple, en termes de cette nomenclature, je crois qu'elle relève de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut savoir que avec le temps et surtout l'âge la durée de vie et l'espérance de vie, je crois que certainement, à un moment donné, ils vont revoir cette nomenclature. Bon, mais par exemple, pour vous, Madame Bitek, moi, je trouve que votre façon de voir les choses est juste très intéressante, très intelligente, parce que c'est vraiment une sorte de pépite, un éclair dans cette façon de voir la chose. Et je me dis tout simplement, sans dévancer ce que vous allez dire, je me dis tout simplement que ça manquait quelque part. Oh, la nature a horreur du vide. Donc, quand ça manque, il faut quelque part créer. Il faut apporter des solutions. Voilà, et c'est ce que vous avez fait. Je suis sûr, bon, je me pose juste des questions, mais je crois que l'idée est là, et je suis sûr qu'en faisant, c'est comme un enfant, en marchant, il finira par marcher. Il se lève, il tombe, mais il marchera. Oui, effectivement, parce que les seniors qui sont en milieu rural, qui sont tellement isolés, il y a des personnes du 3e âge qui sont seules. Ils n'ont même pas de quoi manger, ni à boire. Donc, même quand ils sont souffrants, il n'y a personne pour leur donner un petit Doliprane, des soins. Pour leur tenir compagnie. Même pour les tenir compagnie, les accompagner. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à créer ce centre d'accueil de jour, donc une maison des sages. C'est pour leur sortir un peu de leur isolement.
Comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les seniors, par rapport à cet accueil et tout ce que vous avez mis en place? Ils me disent que je suis vraiment l'envoyée de Dieu parce qu'ils attendaient que ça. Oui. Ils sont fatigués de rester seuls. Je suis allée au Cameroun il y a 2 ans, quand j'ai organisé la première édition. Je suis allée les rencontrer. Ils étaient tellement nombreux que je ne m'attendais pas. Combien à peu près? Il y avait notre village. J'ai commencé par le village. On va saluer le village. C'est où le village Ndobianga Prédéa. Bon, voilà, on salue tout le monde là-bas alors. C'est un peu mon village aussi, de par mes parents. Donc voilà. Oui, ils étaient plus de 200 personnes âgées, personnes du 3e âge. Ils étaient là. Et ils ont même parlé, chacun s'exprimait, d'autres qui sont malades. Il y a même un senior qui est arrivé avec son petit-fils. Il était en situation d'handicap, ce senior. Il ne voyait pas, mais il vivait seul avec son petit-fils. Comment il s'en sortait? Son petit-fils, il avait l'hernie. L'hernie au niveau, voilà, donc l'hernie ombilicale. Oui. Son petit-fils, il pleurait. Il m'a dit, Madame Viviane, vraiment, j'ai besoin de vous, regardez ma situation. Donc, quand c'est comme ça, et s'il y a ce centre, au lieu d'être isolé, il viendra dans ce centre, discuter avec les autres frères, confrères et des autres sœurs. Peut-être il y aura quelqu'un qui va trouver une solution. Ou bien nous-mêmes, à Divas, nous allons envoyer des personnes, peut-être par trimestre, avec des aliments, des vêtements, certains traitements pour s'occuper d'eux, ces petits... Des médicaments. Des médicaments. On a besoin des médicaments, on a besoin du soutien de tout le monde, parce que des seniors... C'est à nous maintenant de s'occuper d'eux, parce qu'eux, ils se sont occupés de nous. Donc, ne soyons pas ingrats. Oui, mais si je peux me permettre. Oui, je vous permettez-vous. Oui, mais vous voyez, vous abordez le volet médical de cet aspect. Donc, c'est important et c'est délicat, parce que vous voyez bien ici, si je puis m'inspirer de cet exemple, vous avez des centres de vieux, mais vous avez des centres médicalisés. Et on ne met pas les uns et les autres au même endroit. Donc, il faut faire très attention à cela, d'autant plus que, bon, c'est vrai que la culture de tout ce qui est judiciaire et tout n'est pas ce que l'Africain, mais on ne sait jamais, ça va arriver. L'homme apprend très vite les travers de la vie, donc malheureusement. Qu'est-ce que vous redoutez, pour préciser votre Mais pensée? par exemple, que pourrait-il arriver? Mais c'est-à-dire que le monsieur, par exemple, prenne des médicaments, mais s'il y a des médecins, peut-être s'il n'y a pas de médecins, il faut les prévoir, prenne des médicaments et qu'il y ait des complications et que ça lui ressemble. Alors, oui, c'est qu'il... Je vais répondre un peu à votre question, monsieur Emmanuel. Oui. Nous ne faisons pas des soins, on fait les premiers soins. D'accord. Donc, s'il y a par exemple des plaies artificielles, des petits plaies, on peut les soigner. Si c'est plus grave, ou une personne du 3e âge qui arrive, qui a la fièvre, on va regarder, ok, vous savez quoi, on lui pose des questions basiques. Ta fièvre, elle est de combien de jours? Et après, on les dirige dans un dispensaire, parce que dans les villages, il y a des dispensaires. C'est difficile de trouver les hôpitaux. Donc, on les dirige. Donc, nous, vraiment, nous faisons que les premiers soins. S'ils ont des traitements à prendre, quand ils arrivent le matin, on fait le suivi. Est-ce que vous avez pris votre traitement? Non, ils ont oublié, parce que ça arrive. Il y a ceux qui sont en situation d'handicap ou qui ne sont pas... C'est un accompagnement, en fait. C'est un accompagnement. Conditions, vous n'initiez pas les choses, mais vous apportez, vous venez en appui à leurs conditions. C'est pour qu'ils ne soient pas isolés dans leur domicile. Il est important que nous puissions, alors que nous parlons des mariages forcés, dont nous disons que c'est, en tout cas, cela prend sa source sur la décision des parents et donc des anciens aujourd'hui, de faire le lien, et nous dans Lady Vous Écoute, nous sommes toujours contents de tisser du lien social, c'est-à-dire que mission bien remplie. Mais alors pour en revenir et à la question des mariages forcés et parce que c'est important de comprendre, hein, je radote, mais certainement vous allez bien vouloir recueillir auprès de ces anciens leur regard sur cette manière de faire. Peut-être vous diront-ils, c'était la seule façon de faire et on faisait comme cela. Entre ces deux polarités, aujourd'hui, vers quoi s'achemine-t-on? Est-ce que c'est uniquement des sanctions ou est-ce que c'est uniquement de l'aide dans l'endroit à des personnes qui disent « j'ai vécu ceci » ou « on veut me marier, je ne veux pas » Entre ces deux polarités, que faut-il faire? Comment faites-vous? Et tout cela pour garder la paix aux uns et aux autres d'ailleurs. Les sanctions, ce n'est pas ça qui va répondre, qui va apporter la solution. La preuve, c'est que
vous le disiez en partie, c'est des actes d'un autre temps. L'autre temps, nous sommes en 2024 et c'est encore là. Donc, les lois sont existantes, les peines, elles sont applicables. Tout dépend du continent, parce que là, on parle du continent africain, mais comme du continent européen, mais comme... Mais pardonnez-moi, juste dans le sens de ce que vous dites, si une jeune Française de France vous dit « on veut me marier, et ceci et cela », est-ce que vous appréhendez le sujet de la même manière que vous l'appréhendez quand ce sont des familles issues de l'immigration, par exemple? Est-ce que vous avez la perception de ce que c'est quelque chose qui est culturel, qui a été importé, ou est-ce que vous restez vraiment sur le cas et l'appréhendez de la même manière? Non, on ne l'appréhende pas de la même manière. Et pourquoi donc? Mais parce qu'une situation est une situation et qu'elle soit maghrébine, africaine, irakienne ou que sais-je, ou française, oui. Forcément, on va prendre la globalité de l'histoire de la jeune fille. Qu'est-ce qui fait que ses parents, où il y a une pression d'obligation de mariage forcé. Mais on ne part pas simplement sur... alors oui, il y a une interdiction, mais quels sont les différents leviers que nous pouvons avoir avant de franchir l'étape de la justice? Que dit la loi d'ailleurs? Elle va démarier ceux qui ont été mariés contre leur gré. Alors, déjà, il peut y avoir annulation, du moins, il y a annulation du mariage et il y a des condamnations. Qui est condamné, donc les parents ou le mari? Les deux. Les parents ont contraint le mariage de la jeune femme. Et si le mari fait valoir combien il est amoureux et que je ne sais quoi de poésie? Si la jeune femme dit clairement, si la jeune femme a clairement dit, et elle le dit, qu'elle n'a pas été consentante, c'est très clair. Si elle n'a pas été consentante pour son mariage, ben lui aussi, il est condamné. Lady vous écoute @gmail.com, des sujets, je le dis souvent, qui vous ressemblent, qui vous rassemblent, vous et nous. Bien évidemment, vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas, envoyez-nous vos messages de telle sorte que nous puissions les partager avec nos invités et qu'ils ne manqueront pas de vous répondre, n'est-ce pas? Alors, dans ce sujet-là, la question du rôle des hommes socialement est posée de manière induite, c'est-à-dire que ce sont eux qui prennent les décisions, bonnes ou mauvaises, en tout cas, ils sont dans leur posture obligés de prendre des décisions. On l'a dit, ça n'est pas forcément pour nuire, mais c'est parfois aussi pour cadrer et s'assurer que tout ira bien. Comment faire entendre à des anciens aujourd'hui que tel qu'ils ont fait dans le passé, cela n'est plus d'époque et tout ce qui s'ensuit? Que pourriez-vous leur dire à ces anciens? Écoutez, madame, je suis content de voir que vous réhabilitez, pas vous personnellement, mais la société réhabilite l'homme en tant que chef de famille décisionnaire, donc prégnant, j'allais dire. Et donc, il faut savoir que le chef de famille reste l'homme. Et il doit être bon père de famille. Ça veut dire prendre des décisions vraiment pour l'intérêt de la famille et correctement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, je crois que certains... Là, on ne l'a pas abordé, mais ce sera peut-être l'objet de notre émission. On peut l'aborder, allez-y, ne vous arrêtez pas. Certains sont aussi immatures, donc ils sont mariés pourtant, et ils ne sont pas jeunes physiquement, mais culturellement... alors justement, hein, permettez-moi de vous prendre au mot, parce que quand on parle de mariage forcé, il est des jeunes hommes qui n'ont pas envie de convoler en injuste noces, qui se retrouvent contraints de devoir le faire. Qu'en est-il? Un garçon sur 5. Hein. Mais si je voulais mettre le doigt sur ce truc, c'est que de voir qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui ne veulent pas se marier. Et on leur dit il faut absolument que tu te maries parce que la société... elle dit, mais je ne crois pas que l'homme de loi ait pu s'appesantir dessus pour décider que, oui, si l'homme ne décide pas de se marier, alors... on va le punir ou on ne le punit pas. Donc c'est à son, j'allais dire, à son intime conviction et tout, voilà. Mais je crois que le monde évolue tellement vite, entre guillemets, il n'évolue d'ailleurs pas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit que les applications ou les comportements d'il y a 50 ans restent toujours d'actualité. Donc où est le développement? Je ne sais pas. Mais je crois que la maturité de l'homme aujourd'hui passe par le pater familial, la figure du père qui est là et qui marque la continuité de la famille et qui, normalement, apprend
à l'homme, à un futur enfant, comment est-ce qu'il doit se comporter et quand est-ce qu'il doit se marier. Bon, bien sûr, que s'il a bien appris, s'il lui a appris des choses comme il existe. Moi, je me souviens qu'à l'âge de 25 ans, je me disais qu'il faut que je me marie. Et puis, il y avait d'autres, mes amis, qui me disaient « Ah non, mais c'est trop tôt. 35 ans, il y en avait des grands frères qui avaient 35 ans, qui disaient que je ne me marie pas. » Donc, je crois que, pour répondre à votre question, je crois que, franchement, c'est beaucoup plus lié à des femmes, à chaque famille. À chaque rôle et place de la figure du père dans cette famille qui donne une certaine stabilité à un corps social, à une famille, une cellule sociale, une famille ou pas. Et donc, il me semble que on le voit. Et parmi ces familles nucléaires ou même un peu plus autour, on voit qu'il y a toujours même si la société est forte ou est stable, n'importe comment, il y a toujours des ratés, des loupés, avec des hommes qui ne sont pas matures intellectuellement. Et vous ne saurez même, vous ne pourrez pas savoir qu'ils ne sont pas matures. Le jour où vous rencontrez l'homme, vous l'épousez parce que peut-être ébloui par l'amour ou l'argent. Et ça, les premiers comportements vont bien, mais quand la désillusion arrive. Voilà. Et vous vous rendez compte que, mais non, mais celui-là, c'est une faible. C'est un jeune homme, il n'est pas mature. Combien de fois j'ai entendu les femmes dire que, mais mon mari, c'est un petit gars dans sa tête. Vous voyez, donc c'est un vrai problème. Absolument. Alors justement, à la décharge quand même du monde des hommes, parlons de la responsabilité des femmes dans la question des mariages forcés. Hein, parce qu'il faut quand même rester juste. Les femmes ne disent pas toujours non, ma fille ne se mariera pas ou mon fils ne se mariera pas. Parfois, elles mettent la pression du côté des femmes, les tatas, les tantines, les marraines. Et le monde des femmes dans les familles, souvent façonne cette personne dont on pense qu'il faut qu'elle rentre en mariage. Qu'avez-vous observé ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Les mères, comme je disais tout à l'heure, je parle de parents qui peuvent forcer. Quand les mères elles sont convaincues que c'est une bonne chose que leur enfant se marie, toutes les pressions sont possibles et inimaginables pour qu'elles poussent leur fille à se marier. Je t'ai préparé à cela depuis ta plus tendre enfance, à te marier à ce monsieur ou à te préparer à ce que tu deviennes une bonne femme, à savoir entretenir une maison et que sais-je encore, et tu ne vas pas ramener le premier inconnu. Tu ne vas pas mettre la honte sur la famille. Et tu ne vas pas mettre la honte sur la famille ou sur la communauté. Est-ce que, d'après vos constats, parfois, ces mamans elles-mêmes ont eu un cheminement identique ou pas ? Parfois, elles-mêmes, elles ont eu un chemin identique. Et en fait, il y a deux cas de figure. Soit elles sont dans une forme de répétition et elles ne se posent pas forcément la question. Et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, parce qu'elles-mêmes, elles l'ont vécu, leur grand-mère l'ont vécu, leur tante, leur cousine, etc. Et elles n'ont pas leur mot à dire. Ou soit elles prennent la fuite, ou elles s'opposent. Donc, il y a aussi beaucoup de mamans, et encore heureux, et je les vois très combattantes, très combatives, qui fuient parfois leur pays ou leur domicile, parce que tout dépend de là où elles sont, pour pouvoir éviter le mariage à leur fille. Mais parfois, les filles ou les garçons, parce qu'on parlait aussi des garçons, parce que c'est quand même 1 garçon sur 5 au niveau des mariages forcés, la pression, elle est telle, c'est-à-dire que la mère, elle peut être répudiée si elle ne soutient pas et si elle ne va pas dans le sens du patriarche. Oui, c'est ce que je voulais compléter aussi, parce que moi, j'ai constaté que nos mamans ou nos tantes, comme vous avez dit tout à l'heure, sont loyales envers leur mari, envers leurs époux. Ce qui, dans l'absolu, est une bonne chose. Voilà, parce que quand la jeune fille n'est pas d'accord, ben, le papa, il va voir sa femme. C'est à vous. Il va voir le ministre de l'Intérieur. Le ministre. C'est à vous de faire le sale boulot, on peut dire. Parce que le papa, il a posé la question, la fille a dit non. Et quand maman va venir, avec nous avons une façon de parler, de convaincre nos enfants. Ben, la jeune fille, elle va dire, d'accord maman, ok. Et la maman va rassurer, t'inquiète, je suis là. Rien ne pourra t'arriver. Et elle va accepter. Donc, il y a une influence. Dans les meilleurs des cas. Oui.
Dans les meilleurs des cas. Mais Parce qu'il y en a beaucoup qui se font frapper, les mères elles se font frapper, les enfants se font frapper, sont séquestrés. oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais on l'a souvent quand Oui, même. ça peut Encore arriver. une fois, faut pas trop édulcorer. je dirais que Mais Non, je mais veux dire, vous voyez ce que je veux dire? je voudrais vous laisser Je suis un aller peu jusqu'au bout de votre pardon. propos. Viviane. Oui, donc quand la maman elle parle à la jeune fille ne dit jamais non. La jeune fille peut dire non à papa, mais à maman, elle dit toujours oui, parce qu'elle se sent protégée. Et la Et maman... peut-être qu'elle s'identifie à la figure masculine. Voilà, parce que Puis, c'est... Et peut-être que devenir, parce que quand on est jeune fille, ce que l'on veut, c'est devenir femme. Et peut-être qu'en s'inscrivant dans ce schéma-là Oui. qu'on n'a peut-être pas choisi, peut-être que pour elle aussi, c'est devenir femme, enfin, et sortir. Et faire comme maman, Moi, être je- peut-être moi, je- meilleure que maman. Moi, je vais quand même C'est ça. ajouter le poids. Oui. Le poids de la culture chrétienne qui va dire il faut respecter aveuglement et religieusement la parole de maman et de papa. Donc, Alors que quoi? non, j'ai pas dit ça. Non, non. Mais vous savez, alors que non, moi je suis chrétien, et je le revendique. Non, je ne sais pas. Et moi je dis, alors que tant mieux, je dirais. Mais À tout prix, il faut écouter. Oui, il faut écouter son père et sa mère. Bah Honore oui, ton père bien et ta sûr. mère. Honore Honore ton père et ta mère. C'est comme ça que tu dureras dans ces ici-bas. Donc, moi, je ne suis pas contre cela. Mais je veux tout simplement ajouter dans votre débat, effectivement, cette dimension religieuse qui est très importante et qui pèse sur nous, Africains, aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour la dénoncer, je suis là pour constater qu'elle existe. C'est ça. Moi, je connais plein de filles qui ont accepté le mariage parce que leur maman leur a vendu le mariage comme quelque chose de bon, comme quelque chose de normal. Et ça. bon, voilà, elles ont accepté. Elles n'ont pas dit non. Ça ne veut pas dire que c'est pas un mariage forcé. C'est un mariage forcé. Mais elles ont accepté. C'est un mariage suggéré. Oui. Donc, on fait comme les Français. On va dire, on va pas dire des aveugles, on dit des non-voyants et tout. Donc, voilà. Donc, Vous avez été concerné par cette situation dont nous parlons, les mariages forcés, où vous êtes senior et peut-être certainement d'ailleurs, vous avez un regard sur le sujet que nous évoquons. Ne manquez pas de partager vos points de vue respectifs avec nous parce que personne n'a la science infuse. Rien n'est une science exacte, sinon cela se saurait à notre adresse mail. Lady vous écoute @gmail.com. Vous avez des agendas, des événements les uns les autres, des choses à nous annoncer avant que nous ne terminions cette émission. Il reste encore un peu de temps, mais je voudrais quand même que... Voilà, alors, oui, Viviane, vous aviez la parole. Qu'est-ce que vous avez en lice bientôt? Oui, l'association Adivas organise une soirée de gala caritative le 11 octobre 2025. Oui. Donc, c'est l'année prochaine. Donc, C'est dans un an, ça? Oui, mais je commence à faire la com maintenant parce que il faut pas attendre la veille de... Parce que les gens vous diront, ah, ben, si j'avais su. Si j'avais su, Oui. j'ai déjà programmé mon voyage, venez soutenir Adivas. Faites les dons pour nos seniors. On a besoin de construire cette maison des sages, cette maison intergénérationnelle. Et je suis entourée avec des partenaires comme présidente Mireille Ntep, qui organise aussi une grande soirée de gala le 7 décembre cette année, et avec des stands. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent prendre des stands, et Mireille, c'est une dame, c'est une grande dame, comme moi, comme vous, comme toutes les dames. Comme toutes les dames, voilà. Oui. Qui a un cœur. Et comme tous les hommes. Comme tous les hommes. Non, je voulais dire qu'une femme, c'est un homme comme les autres. Voilà, Ah, d'accord, donc, oui. Nous sommes, Joliment dit. Enfin, nous sommes du même avis. Oui, donc Mireille Ntep, elle organise aussi des prix, elle donne des prix d'excellence et de prestige pour 54 pays africains, dont tous les pays africains qui sont dans des événements, qui sont à l'événementiel, qui ont des associations, qui sont chefs d'entreprise, qui sont directeurs et qui sont présidentes ou chefs de télévision aussi. Pourquoi vous me regardez chef de qui sont pour les présentatrices ou journalistes, voilà. Bon, voilà. Mais- Monsieur est devant vous. Oui, voilà. Mais pour prendre le relais, il faut dire que j'ai eu ce matin même Madame Tep et nous avons parlé de cela. Et Tempo Afrique TV, dont je parlais de Femina tout à l'heure, sera présent. Donc à cette occasion pour valoriser la femme africaine, encore une fois, ça reste
le credo, j'allais dire, que nous utilisons, que moi j'utilise et que j'essaie de mettre en avant, parce que j'estime que il y a un déficit de communication autour de la femme africaine. Et en fait, elle est vraiment... C'est parce que vous ne connaissiez pas Lady Vous Écoute depuis 2008 quand même. Hein. Il faut sortir le oui, dimanche. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais pas que le dimanche d'ailleurs, même les autres jours. Mais je dirais qu'une communication autour de la femme africaine, vu sa richesse intellectuelle, culturelle et tout, ne suffirait pas. On va lancer un appel. Mesdames, vous avez votre pleine place dans toutes les sphères de décision. Manifestez-vous et vous êtes légitimes. Vous n'êtes pas des citoyennes entièrement à part, vous êtes des citoyennes à part entière. Exactement. Vous avez un agenda. Oui, excusez-moi. C'est le monsieur à côté là. Je vous laisse terminer, Viviane. Oui, je suis parce que je pourrais ne pas parler parce que je suis obligée de parler de cette dame aussi. C'est Madame Pauline Bacu. Elle est présidente fondatrice de l'association Espoir de Vivre pour la trépanose. Voilà, merci. Voilà, elle organise sa soirée de gala caritative le 11 décembre. Donc vraiment, voilà, vous avez passé le message. Oui. Vous avez fait ce que vous deviez faire. C'est ça. Je suis marraine de cet événement le 11 décembre. On ne pourra pas vous prendre en porte-à-faux en disant que vous n'avez pas passé le message. Merci. Vous avez un agenda, Alissata Ndiaye. Exactement. Donc, je vais les nommer parce que je ne suis pas toute seule. Donc, la présidente de la fédération GAMS, donc Oumou Keïta, et la directrice générale Isabelle Gillette-Faye mettent en place avec le Club du Zonta le 4 décembre 2024. Un événement autour des mariages forcés. Donc, il y a un lien qui vous a été envoyé qui permet pour celles qui veulent s'y inscrire d'y assister. Donc voilà, et puis le GAMS, c'est aussi beaucoup de sensibilisation, de formation, de prévention dans les milieux scolaires, auprès des professionnels, auprès des bénévoles sur le terrain, et c'est de l'accompagnement auprès des femmes et des jeunes femmes autour de cette thématique mariage forcé et excision. Votre agenda, nous avons... Oui, mon agenda, mais c'est plutôt dire que nous avons... nous, c'est-à-dire OP Télévision, c'est une télévision qui est sur les starting blocks et qui a d'ailleurs obtenu le conventionnement ARCOM. Et nous avons participé il y a 2 mois à l'appel d'offres qui consistait à se positionner sur la TNT. Bon, malheureusement, on n'a pas été retenu, mais nous avons eu des félicitations. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais au moins ça de l'ARCOM. Et normalement, nous comptons nous lancer début de l'année prochaine. Et OPTV, c'est une chaîne ultramarine avec une ouverture vraiment, j'allais dire plutôt afro-caribéenne. Monsieur Jean-Marie Couchit-Guicheron, c'est lui qui est à la tête de cette aventure humaine qui est vraiment pour le moins passionnante. Eh bien, vous lui adresserez nos salutations. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ni dans l'oreille d'un aveugle. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, monsieur Maïga. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans notre programme prochain. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos messages et nous serons heureux de parler à vos seniors, de parler à toutes ces dames et de parler aussi à ces personnes auxquelles vous donnez de la visibilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité. À bientôt.